C'est encore un plaisir d'être avec vous pour parler justice dans votre magazine Justice pour tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la résolution 1325 des Nations Unies sur les droits des femmes, et ce en marge du 20e anniversaire qui a été commémoré ce 31 octobre. Et en République démocratique du Congo, je vais rappeler que cela fait 10 ans depuis que le pays a mis s'est engagé plutôt dans la mise en œuvre de cette résolution, et on en parle donc avec mon invité du jour que je vais devoir vous présenter tout à l'heure. Donc tout au long de cette émission, nous allons devoir épingler, donc faire un état des lieux sur la mise en œuvre de la résolution 1325 en République démocratique du Congo. Donc j'en parle avec Madame Annie Matundu. C'est une activiste de droits de femmes. Elle va donc éclairer la lanterne sur cette résolution 1325 qui peut-être reste méconnue de beaucoup. Avec elle, donc, nous allons découvrir ce que c'est la résolution 1325. Madame Annie Matundu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je disais tantôt que nous allons parler de la résolution 1325. Okay. Cela fait 20 ans depuis qu'elle existe. Qu'est-ce que nous pouvons donc savoir d'entrée de jeu? C'est quoi la résolution 1325? Merci pour la parole. La résolution 1325, c'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été adoptée à l'unanimité par 193 États membres et gouvernements du Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2000. Okay, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Samedi passé, nous avons fêté le 20e anniversaire de cette résolution. Avant l'adoption de la résolution 1325, il y a eu d'autres résolutions qui sont passées. Mais à l'an 2000, le Conseil de sécurité s'est inquiété à cause des conflits qui subissaient presque dans tous les pays, surtout dans les pays africains, okay. Où on a constaté que ce sont les femmes, les enfants qui devenaient de plus en plus vulnérables, qui souffraient le plus. Et le Conseil a pris la décision d'adopter cette résolution parce que dans les conflits, les femmes ne se retrouvaient pas. Et c'est comme ça que le 31 octobre 2000, on a adopté la résolution 1325, qu'on appelle la résolution mère de l'agenda femmes, paix et sécurité. Madame Annie, est-ce que la résolution 1325 a une particularité par rapport aux autres instruments juridiques? Oui, la résolution 1325 a une particularité. Aujourd'hui, nous parlons, je crois que le Conseil de sécurité a adopté plus de 2519, si je ne me trompe pas, de résolutions. Mais la résolution 1325 est venue au moment clé où les femmes devraient être représentées sur les tables de négociation pendant les conflits et dans des postes de décision. Sa particularité, c'est de pouvoir parler de femmes, paix et sécurité. Et dans cette résolution, il y a des piliers que nous n'avons pas dans d'autres résolutions. La résolution 1325 a 3 piliers au départ. C'est la participation, la prévention et la protection et la promotion. Mais aussi longtemps que nous avançons, on a découpé les piliers protection et prévention qui étaient ensemble pour faire chaque pilier sa place, donner sa place à chaque pilier. Et on a ajouté les piliers relèvement, qui parlent de relèvement. On voudrait que les femmes soient autonomisées, tandis qu'à l'adoption de la résolution, on parlait du pilier promotion. C'est ça qui fait réellement sa particularité. Vous avez parlé de différents domaines, je crois, de la résolution 1325. Est-ce qu'on peut vraiment expliquer clairement chacun de ces différents domaines? Je cite la participation, prévention, protection. Ça sous-entend quoi que ça veut dire? Oui, ce sont les piliers de la résolution 1325, mais qu'on peut aussi appeler axes. Ce sont des axes de la résolution 1325. Comme le mot l'indique, participation, on demande à ce que les femmes puissent participer aux tables de négociation quand il y a des conflits. Souvent, vous voyez que les femmes ne se retrouvent pas dans les médiations. Quand vous regardez en RDC, combien des accords que nous avons eu à signer, mais si on fait les statistiques, quel est le nombre de femmes qui ont participé à ces accords? Et ces piliers demandent à ce que les femmes
puissent participer aux tables de négociation à chaque fois qu'il y a un conflit, que les femmes puissent se retrouver. Est-ce qu'on ça fixe le quota? La résolution ne fixe pas le quota, mais chaque pays, normalement, doit se baser sur la CEDEF, qui est la Convention d'élimination sur toutes les discriminations faites à la femme, où on fixe un quota de 30%. Mais il y a des pays qui ont déjà dépassé le contrat de 30%. Par exemple, quand vous prenez le Rwanda, ils sont à 50%. Et quand vous prenez par exemple la France, dans le gouvernement français, vous voyez que c'est 50-50, donc la parité est bien respectée. Au Congo, nous sommes aujourd'hui, par exemple au niveau du gouvernement, à 18%. Donc c'est quand même une avancée par rapport au pilier participation. Au pilier prévention, vous connaissez que nous sommes dans un pays à conflit où tout le temps il y a des problèmes, surtout à l'est de notre pays. Les femmes doivent être protégées. Et ça, on demande, le Conseil de sécurité des Nations Unies demande aux États en conflit de protéger les femmes. Et c'est le cas qui est en train d'être fait. Par exemple, vous vous souvenez, aujourd'hui, même avec l'ancien président Joseph Kabila, il avait nommé une conseillère spéciale qui s'occupait des violences sexuelles et des enfants soldats. Aujourd'hui, on a aussi une conseillère spéciale qui s'occupe de matière de violences sexuelles et de la jeunesse. Ça fait partie d'une avancée concernant les piliers protection. C'est la même chose pour les piliers relèvement. On demande aux femmes d'être autonomisées. Parce que vous savez, par exemple, quand nous parlons des élections, les femmes qui ne sont pas autonomisées n'ont pas la même ampleur que les hommes pour pouvoir commencer à aller dans les élections par manque de moyens. Donc le pilier relèvement parle de l'autonomisation de la femme. Madame Annie, on va revenir un tout petit peu sur le pilier protection. En quoi consiste vraiment comment se matérialise, si je peux bien dire, cette protection? Comment elle doit se matérialiser? Oui, la protection pendant le conflit, oui. On voit souvent les femmes qui souffrent et les enfants. Les hommes partent en guerre. Mais quand vous regardez par exemple ici chez nous en RDC, est-ce que vous avez déjà vu ou entendu une femme seigneur de guerre? Je ne sais pas. Oui, pas vraiment, hein? Presque pas. Hein? Ouais. Ce sont les hommes qui partent en guerre. Mais quand les hommes partent en guerre, les conséquences, l'impact de ce conflit, c'est au niveau des femmes et des enfants. Qui subissent ça, oui. C'est eux qui subissent ça. On nous a appelé capitale de viol. Pourquoi? Parce que pendant le conflit, la femme congolaise a été réellement violée. Bon, on se défend toujours en disant que nous ne sommes pas capitale de viol. Parce que si on dit capitale de viol, ça signifie même toi ou moi, on a été violés. Hein? Quand j'explique ça, je dis toujours, les violences sexuelles pendant le conflit, ce n'est pas une particularité pour la RDC. Parce que tout pays en conflit, en guerre, les femmes sont toujours violées. Mais ce qui fait la différence en RDC, à l'époque où on subissait réellement des violences sexuelles, les femmes étaient détruites. C'est ça qui faisait la différence. Mais dire que nous sommes une capitale de viol, là non. C'est allé trop loin. Non, ils sont allés très loin. On a mené des plaidoyers. Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'en parle même plus. C'est ça qui fait la particularité de ces piliers de protection. Les femmes doivent être protégées au moment où il y a des conflits. Les femmes et les enfants, les gouvernements doivent les protéger. C'est ça qui fait la grande différence dans ces piliers. Pilier relèvement. Pilier relèvement, c'est l'autonomisation de la femme. Vous avez dit autonomisation. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement? Vous savez, les femmes ne sont pas autonomisées, surtout du point de vue financier. Parce que quand vous regardez avec ce que nous venons d'avoir avec le problème de la COVID-19, les femmes sont dans l'informel. Et pendant cette période de Covid, elles ont perdu leurs revenus de base, du fait qu'elles sont dans l'informel. Alors quand on demande leur autonomisation, c'est d'essayer de les capaciter pour qu'elles puissent passer de l'informel au formel. Là, on s'adresse directement à l'État?
Là, on s'adresse à l'État, on s'adresse aux bailleurs de fonds, on s'adresse même aux organisations de femmes qui s'occupent à capaciter ces femmes, les femmes au niveau local, les femmes maraîchères, les femmes qui jouent un grand rôle surtout au niveau de l'informel. Et c'est là où on demande cette autonomisation, parce que le Conseil de sécurité a fixé des marqueurs, qu'on appelle des marqueurs genre, où on doit passer des marqueurs A, B, C. Et avant de passer à C, il y a B qui est au milieu, et c'est là où on peut voir les indicateurs qui aident les femmes à être autonomisées. Et c'est comme ça qu'on parle de relevant, où on trouve la promotion et l'autonomisation de la femme. Madame Annie, nous sommes en République démocratique du Congo. Après avoir parcouru les différents domaines ou piliers de la 1325, est-ce que nous pouvons parler des avancées en RDC au regard de tous ces différents piliers? Il y a eu des avancées. Si nous prenons le pilier participation, aujourd'hui, on peut dire que nous avons 18% de femmes qui se retrouvent au niveau des ministères. Et nous avons obtenu des ministères clés. Parce qu'avant, vous le savez, les femmes étaient toujours au ministère du genre, au ministère des Affaires sociales. Mais aujourd'hui, on a une femme, vice-première ministre du ministère du Plan. C'est déjà une avancée. Nous avons une femme au ministère des Affaires étrangères. C'est aussi une avancée. C'est vrai, elle est la deuxième femme parce qu'on a déjà eu à l'époque Madame Ekila Lyonda qui a été quand même ministre des Affaires étrangères, mais il y avait un gap pendant un temps, on ne voyait plus de femmes au poste qu'on appelle le poste de souveraineté. Et aujourd'hui, notre ministère du genre a été élevé au niveau du ministère d'État. Donc ça fait partie des avancées. C'est la même chose quand vous regardez dans d'autres secteurs. On prend par exemple le secteur de l'armée. Nous avons des femmes généraux aujourd'hui que nous n'avons pas il y a longtemps. Même du côté de la police, nous avons des commissaires. Je ne sais pas, on les appelle des commissaires généraux, je crois, des femmes qui occupent ces postes. Et c'est la même chose au niveau de la magistrature. Vous avez vu les dernières nominations qu'il y a eu. Les femmes occupent aujourd'hui des postes de responsabilité, même au niveau de la magistrature. Donc, du point de vue pilier participation, il y a des avancées. Elles sont lentes, mais elles arrivent tout doucement. Et d'autres piliers? Pilier protection, oui. Vous avez vu, avant, on pouvait dire, à chaque fois qu'on voyait passer les conseillers spéciaux du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de violences sexuelles, chaque fois qu'elles quittaient les lieux, les femmes ont été violées en masse. Vous connaissez par exemple en 2018 comment les femmes ont été violées après que la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Bangoura, parce qu'avant c'était Madame Wostrom, qui est une Suédoise, qui a été la toute première femme nommée par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme envoyée spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de violences sexuelles. Après, c'était Madame Bangoura. Mais à chaque voyage, passage, à chaque passage de ces femmes, les femmes ont été violées en masse. Mais il y a eu des accords qui ont été signés, par exemple, avec notre FARDC, où il y a eu un contrat de concertation, où on a vu le nombre de cas de violences sexuelles diminuer. Et ça, on peut dire que c'est aussi une avancée en ce qui concerne ces piliers. En tant qu'activiste de droits des femmes, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que la femme elle-même aussi a pris conscience de son état et qu'elle se bat pour être un peu compétitive avec les hommes? Est-ce qu'elle a vraiment pris conscience, cette femme? Oui, la femme a quand même pris conscience qu'elle peut faire ce que les hommes font. Pourquoi pas? Nous allons dans les mêmes universités, nous avons les mêmes professeurs, nous avons les mêmes matériels didactiques. Et pourquoi ne pas faire comme les hommes? La lutte que nous menons, ça ne signifie pas que nous voulons mettre les hommes de côté. Non. Nous voulons aller ensemble pour faire développer ces pays. Hommes, femmes,
marchons ensemble, avançons ensemble pour le développement de ce pays. Vous pouvez apporter quelque chose, moi en tant que femme, je peux compléter. Ce n'est pas une lutte pour dire les hommes de côté, nous les femmes de l'autre. Non, nous voulons des hommes genrés qui comprennent ce que les femmes font, qui comprennent notre expertise, nos capacités, et ensemble nous avançons pour le bien de ce pays. Donc les femmes, elles ont pris conscience qu'elles doivent aussi lutter comme les hommes, parce qu'on dit toujours oui, on ne va pas vous le donner sur un plateau d'or. Nous sommes en train de lutter, c'est un combat noble pour l'avancement de notre pays. Mais quelque part, certaines personnes pensent que la femme est l'ennemi de la femme ne permet pas à la femme d'évoluer, d'émerger. Vous, en tant qu'activiste, vous êtes sur le terrain. Moi je ne suis pas pour ces gens qui disent la femme est l'ennemi de la femme. Mais tout ce que les hommes se font entre eux. On va aussi dire que l'homme est l'ennemi de l'homme. Non. Il y a des cas qui arrivent parfois. Donc, quand ils disent ça, c'est surtout pendant les élections. Pendant les élections, par où exemple, on ne voit pas que les femmes ne réellement votent votent femmes. Mais on doit continuer à sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent se rendre compte que la femme, comme elle, ce n'est pas son ennemi. La femme peut faire mieux aussi qu'un homme. Donc c'est un problème de sensibilisation que nous sommes en train de mener auprès des autres femmes pour que cette donne puisse changer. Mais sinon, on ne doit pas mettre ça en exergue que la femme est l'ennemi d'une autre femme, non. Madame Annie Matundou, quelque part, bien avant, vous avez dit il y a des avancées, mais les avancées, ce n'est pas vraiment grand-chose. Bon, je ne sais pas si on dirait ça comme ça, ce n'est pas vraiment grand-chose. Qu'est-ce qui bloque quelque part? À quel niveau peut se situer le blocage? Le blocage se situe à plusieurs niveaux. Oui, madame. On peut dire d'abord la méconnaissance de la résolution. Voilà. Voilà 20 ans que cette résolution 1325 existe, mais elle est méconnue du public. La deuxième chose, la vulgarisation. On n'a pas assez vulgarisé la résolution 1325. Et pourtant, nous, en tant qu'activistes, ça nous aide comme un outil de plaidoyer, mais mal vulgarisé. En 2012, on a essayé de traduire cette résolution dans les 4 langues vernaculaires, mais on n'a pas eu un impact sur le terrain. Et aussi, la non-priorisation par le gouvernement de la résolution 1325. Il n'y a pas de financement pour cette résolution. Et ce qui bloque réellement sa mise en œuvre. Les organisations féminines et quelques organisations de la société civile en général essayent de la vulgariser, de la sensibiliser auprès des acteurs clés, auprès de la population, mais ces organisations manquent de financement pour aller très loin jusqu'au niveau de la base. Nous faisons quelques activités, mais qui s'arrêtent ici au niveau de la capitale Kinshasa. Mais nous avons 26 provinces. Parfois, on n'arrive pas dans le fond de ces provinces-là. Ça, c'est un grand problème. Le manque de vulgarisation de cette résolution dit au manque de financement. Mais nous sommes contents de dire que parmi les enfants aussi, c'est la toute première fois que notre ministère d'État, ministère du genre, a présenté cette résolution auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Okay. C'était le 25 août 2020. La résolution a été présentée auprès du Conseil des ministres. Cette résolution, notre plan d'action national, a été présenté auprès du Conseil des ministres et ce plan d'action national a été adopté et validé. Ça signifie que le gouvernement aujourd'hui doit réellement aider à ce que cette résolution soit connue au niveau de la RDC et soit mise en œuvre. J'espère que ça va venir parce que ça fait 2 mois et nous espérons que cette résolution doit être incluse aussi dans le budget de l'État pour que sa mise en œuvre soit réellement effective. Justement, en rapport avec le plan d'action national sur la mise en œuvre de la résolution, ça fait 10 ans que la République démocratique du Congo s'est engagée. À ce jour, à ce stade, comment se présente le bilan depuis lors?
Quand la résolution a été adoptée, les États ont attendu pendant 7 ans pour commencer à avoir le plan d'action national. Parce que c'est une résolution des Nations Unies. Il faut suivre ce que le Conseil des Nations Unies demande aux États. Donc c'est seulement en 2007 que le Conseil de sécurité a demandé aux États de commencer à avoir des plans d'action national. Et pendant ce temps-là, nous on a fait le lancement officiel de la résolution en RDC en 2007. C'était le 19 septembre 2007, en présence de l'ancienne ministre, Mme Philomène Oumatoukou, le représentant des Nations Unies, M. Soui, et à l'époque, le ministre de l'Intérieur, à Étroit, ils ont fait le lancement officiel de la résolution 1325. Après ce lancement, nous avons commencé un processus pour obtenir le plan d'action national. Pendant 3 ans, les organisations de la société civile se sont mises pour aller dans le processus de l'obtention du plan d'action national. Nous avons eu notre premier plan d'action national en 2000. Mais le Conseil de sécurité demande que ce plan soit révisé après 4 ans. Donc la RDC a failli. Parce que comme on l'a eu en 2010, il fallait que ce plan soit révisé en 2014. Mais nous sommes allés jusqu'en 2018, donc on a pris 8 ans pour réviser le premier plan, que nous appelons le premier plan de la résolution 1325, première génération, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la deuxième génération. Donc la RDC a failli. Au lieu de réviser son plan en 2014, nous sommes allés jusqu'en 2018, on a pris 8 ans. Mais le plan a été révisé. Dans le premier plan, nous avons mis 10 thématiques. La paix, sécurité, violence sexuelle, VIH-Sida, la participation politique, la coopération régionale, la recherche. Et en révisant le premier plan, on a vu qu'il y avait trop de thématiques que nous n'avons pas pu mettre en œuvre. On a fait un état de lieu, on a évalué le premier plan d'action national de la résolution 1325 et nous sommes passés au deuxième plan qu'on appelle deuxième génération. Et là, au lieu de reprendre toutes ces 10 thématiques, nous avons pris les axes, comme je venais d'expliquer, nous avons pris les axes des piliers de la résolution 1325. Donc, dans le deuxième plan révisé, vous trouverez les 4 axes que nous sommes en train, que nous avons commencé à mettre en œuvre avec les portes ouvertes que nous venons de voir il y a quelques jours. Donc nous allons commencer à mettre en œuvre les activités pour atteindre les objectifs qui sont dans chaque axe repris dans le deuxième plan d'action national. Ok, je rappelle que nous parlons de la résolution 1325. Annie Matundu, à marge du 20e anniversaire, vous avez mis sur pied un glossaire que vous avez présenté au public la semaine passée. De quoi il est question? J'ai présenté ce glossaire qu'on appelle glossaire, le thème de la résolution 1325 et ses résolutions connexes. Comme on venait de dire, la 1325 a été adoptée le 31 octobre 2000. Mais après, il y a eu 9 autres résolutions que nous appelons résolutions connexes. Et ces résolutions connexes sont venues compléter les défis, les lacunes qui ont été décelés avec la résolution 1325. Je donne un exemple, par exemple, on a beaucoup parlé de femmes, paix et sécurité dans la résolution 1325, mais après, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1820 en 2019. Donc, 9 ans après, on adopte une autre résolution qui est considérée comme une résolution connexe, 1820, mais qui parle réellement de violences sexuelles. On est en 2019. En 2019. On adopte la résolution 1820. Et à l'époque, on parlait réellement de violences sexuelles en RDC. Moi, je me souviens encore, avant l'adoption de cette résolution,
on a demandé aux organisations féminines de la RDC de pouvoir envoyer leurs commentaires, leurs inputs avant l'adoption de la résolution parce que les violences sexuelles vraiment étaient en augmentation en RDC. Donc toutes ces résolutions connexes sont venues compléter la résolution 1325. Mais en écrivant les glossaires des termes de la résolution 1325, je suis partie d'un constat. Moi-même, j'ai été formée pour former les autres. Okay. J'ai suivi une formation en Suède en 2012 et je suis devenue formatrice des acteurs clés de la résolution 1325. Alors, à chaque fois que je forme, je constate qu'il y a un gap, qu'il y a un écart criant des participants ou des participantes. Je commence toujours à faire un petit test. Je pose la question, qui connaît la résolution 1325? Je mets des étapes. Étape 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je demande aux participants de se placer à quelle étape de connaissance de la résolution 1325. Mais j'ai constaté que 80% des participants étaient placés à l'étape 0 ou à l'étape 1. Alors ça me faisait un peu du mal parce que je devais descendre. Oui. Et parfois, vous sortez de la formation réelle de vos modules pour descendre, pour que la compréhension soit claire auprès des participants. Et c'est depuis 2014 que j'ai commencé à écrire ces glossaires. Je me suis dit, ça va aider aux gens de comprendre la résolution 1325. Donc j'ai pris 6 ans pour écrire ce glossaire. Quand je vais commencer en 2014, je me disais, je vais publier ça en 2015. Mais je me suis lérée parce que c'est du travail. Il fallait lire toutes les résolutions, lire ces résolutions en profondeur pour commencer à décortiquer, à prendre les termes qui ont trait avec chaque résolution. Et j'ai pris les 10 résolutions ensemble. Mais comme la résolution 1325, c'est la résolution mère, j'ai intitulé ce glossaire de la résolution 1325. Donc, qu'est-ce qui est compris? Qu'est-ce qu'il y a dans le glossaire? Le glossaire, c'est une liste. Le glossaire, c'est une liste de termes qui est très simple à comprendre, que ce soit un lecteur ou une lectrice peut comprendre facilement en lisant. Je ne veux pas dire que c'est un dictionnaire ou un lexique, non. C'est un glossaire. Pourquoi? Parce que ça reprend les termes qui ont trait aux résolutions de l'agenda femmes, paix et sécurité. Un glossaire peut être, par exemple, vous êtes des femmes de médias. Vous pouvez aussi avoir un glossaire de médias où vous expliquez c'est quoi le micro, non? Oui, les différents termes. Les différents termes, c'est ça. Mais moi, j'ai pris les termes qui concernent la résolution 1325. C'est ça qui fait sa particularité. Et les destinataires de votre glossaire? Les destinataires, vous pouvez voir ça à l'intérieur, c'est tout le monde. C'est tout le monde, parce que c'est un problème de paix, c'est un problème de sécurité. Nous vivons dans un pays où on est tout le temps en conflit, où on a besoin de la paix pour se développer. Donc ce glossaire est mis à la disposition de tout le monde. Tout le monde peut lire ce glossaire, tout le monde peut comprendre les terminologies qui se trouvent à l'intérieur de ce glossaire. Mais il y a des acteurs clés réellement qui doivent à tout prix lire ce glossaire. Annie Matundu, un nom qui ne passe pas inaperçu, surtout dans la lutte pour la promotion des droits des femmes. Vous êtes activiste, ça fait combien de temps? 28 ans. 28 ans déjà. Donc vous maîtrisez quand même le rouage. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours, dans cette lutte pour les droits des femmes? Moi j'appelle ça combat. Oui, combat. J'appelle pas ça lutte parce que réellement nous combattons pour que les droits spécifiques des femmes soient respectés. Oui. Ça, c'est vraiment la première chose. Mais pour faire respecter ces lois, il y a un processus. Et nous suivons ce processus. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans ce combat. Et nous avons vu comment le processus a évolué. Je prends les cas de la promulgation de la loi portant modalité d'application
la parité hommes et femmes. C'est un processus qui date de 1987, je crois. Non, ça c'est le code de la famille, pardon. Mais de 2006. Mais la loi a été promulguée en 2015. Donc, il fallait faire des suivis, il fallait faire des plaidoyers, il fallait faire des pétitions, il fallait faire des mémos, il faut aller voir les gens qui prennent les décideurs en un mot pour faire évoluer ce processus. À la longue, on a quand même mis notre loi sur la parité hommes et femmes. Et c'est la même chose pour le code de la famille. Le code de la famille, c'est depuis 1987. Vous vous souvenez, par exemple, ici, vous êtes journaliste, mais à l'époque, vous ne pouvez pas travailler sans la permission de votre mari. Hein? Vous ne pouvez même pas ouvrir un compte bancaire si votre mari ne vous donne pas l'autorisation. Mais on a fait évoluer tous ces obstacles-là. Aujourd'hui, vous pouvez chercher un emploi en tant que femme, vous travaillez sans demander l'autorisation de votre mari. Donc c'est un combat et nous acheminons avec l'âge avance évidemment, mais nous essayons d'avoir des jeunes qui peuvent prendre notre relève. Parce que quand moi je commençais, j'étais toute jeune et j'avais une icône que je suivais. C'était Madame Anne Kalonji qui était mon icône, que je suivais, qui est partie avec moi en Belgique en 1995. J'étais déjà dans la liste, mais avec mon icône. Et je suivais cette femme qui m'a montré aussi la voie à suivre. Et mes premiers pas aussi dans la société civile, je le dis toujours, c'était avec le professeur Bahati. À l'époque, il était président de la Socico. Et moi, je suis arrivée au niveau du secrétaire général AI dans la Socico. Donc, ça se voit que la lutte a commencé depuis longtemps, de ce combat, et nous continuons. C'est qu'est-ce qui vous a émerveillé de plus? Ce qui m'a émerveillé de plus, c'est de pouvoir aider les autres femmes. C'est de pouvoir aider les autres femmes à comprendre qu'elles ont des droits. Et quand on ne connaît pas ces droits, on ne sait pas revendiquer. Non, il faut connaître ces droits pour les revendiquer. Alors, quand on aide les autres femmes à connaître leurs droits, et la lutte, elle devient commune. Donc, nous acheminons ensemble avec les autres femmes. Ça, c'est vraiment ma passion. Annie Matoundou, nous allons devoir terminer. Un dernier mot. Un dernier mot, d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à votre émission. Et je voudrais un peu marteler pour que les gens réellement puissent lire ce glossaire. Ce glossaire est à la disposition de tout le monde. Je pourrais déposer quelques exemplaires ici, chez vous, pour que les gens qui en ont besoin puissent s'en procurer. Et pour les 20 ans, ça, c'est ma petite contribution. Mais cette contribution, elle n'est pas seulement pour la RDC, elle est même au niveau international. Mais du moins, c'est fait par votre compatriote qui est de la RDC, Annie Matoundou Mbane. Merci beaucoup, Madame Annie Matoundou. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir dans Justice pour tous. Je vous l'ai dit tantôt, c'est une émission qui a pour mission d'éclairer la lanterne sur les différentes questions de droit, justice, et puis on en parle dans Justice pour tous. C'est question vraiment de faire connaître les droits. Comme vous l'avez dit tantôt, on ne peut pas revendiquer le droit que l'on ne connaît pas. Donc nous nous attelons aussi avec vous, avec tous nos invités, à éclairer un peu la lanterne, à éclairer l'opinion. Un dernier mot, je tiens à remercier notre Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Gens, Famille et Enfants, Madame Béatrice Lomea, qui est venue parrainer ce glossaire. Cela montre à quel point elle suit le progrès de la résolution 1325 en RDC. Encore une fois, merci Excellence Madame la ministre. Merci aussi à vous, Annie Matoundou. C'est donc la fin de cette émission, ce numéro de Justice pour tous qui était consacré à la résolution 1325 des Nations Unies sur les droits des femmes. C'était justement en marge du 20e anniversaire de son existence. Madame Annie Matoundou était donc notre invitée. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis de partout.
On se retrouve très prochainement sur Digital Congo.